Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte. La culture data fait partie maintenant du quotidien de chaque Doctolibeur. Maintenant, c'est comment on peut les aider à savoir comment l'utiliser au bon moment, ne pas surconsommer, parce que c'est un des dangers finalement qui nous guette. Alors aujourd'hui, je reçois Kemal, directeur Global Tech Services chez Doctolib. Doctolib, c'est plus vraiment une startup, c'est plutôt une scale-up. À date, Doctolib compte 270 000 personnels de santé sur sa plateforme et jusqu'à 60 millions de patients qui ont utilisé leurs services digitaux jusque-là. Bonjour Kemal. Bonjour Robin. Ça va ? Super, et toi ? Ça va, très bien. Est-ce que tu peux commencer peut-être par nous en dire un peu plus sur Doctolib ? Bien sûr. Alors, Doctolib est une boîte française créée en 2013 qui est aujourd'hui le leader de la e-santé en Europe. Deux grandes missions qui se détachent chez Doctolib. La première, c'est de proposer aux praticiens un logiciel et des services pour leur faire gagner du temps, leur éviter au maximum les tâches administratives et améliorer leur confort de travail au quotidien. Voilà, donc comme tu l'as dit, 270 000 personnels de santé collaborent avec nous à travers la plateforme. Et la deuxième grande mission chez Doctolib, c'est évidemment d'aider les patients à accéder plus facilement et rapidement aux soins. Donc, trouver des informations sur les professionnels de santé, prendre rendez-vous, bien évidemment, sur notre plateforme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et un autre produit aussi très connu, c'est le produit autour de la téléconsultation. Et jusqu'ici, on a permis 10 millions de téléconsultations sur notre plateforme et environ 60 millions de patients qui utilisent nos services en France et en Allemagne. Ok, très 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 clair. Et donc, comment tu t'es retrouvé directeur Global Tech Services chez Doctolib et au passage, ensuite tu nous expliqueras un peu ce qu'il y a sous cet intitulé. Alors, comment me suis-je retrouvé là ? Après 10 ans de travail chez Criteo, qui est aussi une scale-up et une des success stories de la tech en France, j'avais envie de découvrir autre chose, tout en gardant des critères très très importants pour moi que j'avais vécu chez Criteo. Le premier critère, c'était que j'avais occupé différents rôles de leadership dans la communauté data et j'aimais beaucoup la data et surtout utiliser la data dans plein de domaines différents. Voilà, c'est pas que la data pour la data, mais la data pour le revenu, pour l'optimisation des process, etc. J'avais aussi beaucoup aimé la partie création, structuration, puisque lorsque j'avais rejoint Criteo, nous étions une centaine d'employés, peut-être 5-7 analystes, et 10 ans après, environ 3000 employés pour une communauté d'analystes de 200 à 300 personnes. Donc ça m'avait beaucoup plu. Mais je voulais changer d'industrie, ça c'était la chose que je voulais changer, tout en gardant un environnement très dynamique, en forte croissance, avec un scope global, c'est ce que j'aime beaucoup, travailler à l'international. Et pourquoi pas garder tout ce spectre-là dans une boîte française, qui a mon côté cocorico, disons. Et donc à partir de là, j'ai eu l'occasion de rencontrer différentes personnes, différentes boîtes, et Doctolib est devenu une évidence lorsque j'ai eu l'opportunité de discuter concrètement de différentes opportunités. Ouais, je comprends. Ouais, en tout cas, c'est une super belle boîte de l'extérieur, hein, vu que je ne la connais pas aussi bien que toi. Et du coup, si on rentre un peu plus dans le détail de ton poste, hein, donc directeur Global Tech Services, quels sont tes objectifs principaux et notamment tes gros chantiers, peut-être en faisant ensuite un focus plus sur la data, parce que j'ai cru comprendre que tu étais un peu sur un périmètre plus large. Exactement. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire Global Tech Services ? Alors, global, parce que j'ai des équipes, je travaille avec des équipes un peu partout dans tous nos marchés, donc en France, en Allemagne, bientôt ailleurs, et même au sein de ces pays-là, dans différents bureaux, puisqu'on a une quarantaine de petits bureaux un peu partout en France et en Allemagne. Tech, parce que je dirige des équipes tech,
des profils tech et services, puisque la particularité de ce scope-là, de cette mission-là, c'est de s'appuyer sur des assets et des expertises et des équipes tech pour offrir des services en interne et en externe. Donc, oui, je ne travaille pas uniquement sur la data, mais c'est vraiment ça l'ADN de l'équipe, c'est comment on peut rendre un service technique aux Doctolibers, c'est comme ça qu'on appelle les employés Doctolib, et aussi à nos utilisateurs finaux. Et donc, pour la faire très courte, je m'occupe d'équipes qui s'appellent Technical Services, de l'IT et des équipes data. Ok, donc effectivement, c'est un scope assez large. Et spécifiquement sur la data, du coup, enfin, je sais pas si d'ailleurs tu peux le formaliser sous un seul objectif, mais ce serait quoi un peu la mission sur ton périmètre data? Je dirais, si je devais simplifier la mission en une seule phrase, je dirais que c'est démocratiser l'utilisation et l'accès à la data dans la boîte. Voilà. Maintenant, si je rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, trouver la bonne organisation au sein de Doctolib pour permettre cette démocratisation-là. Donc, toujours les mêmes débats autour de la centralisation ou non des équipes data. Et on a fait notre choix récemment pour décentraliser certaines équipes et garder les équipes orientées tech au sein d'un même scope. Et ce sont ces équipes-là que je dirige aujourd'hui. Une autre partie, c'est travailler autour de la fiabilité de la donnée, autour de l'accessibilité de la donnée, gestion de la plateforme, en fait tout ce qui est autour de la user experience ou la data user experience dans la boîte, très important, puisqu'on veut que la data fasse partie de l'ADN de la boîte, qu'on devienne de plus en plus une boîte qu'on appelle data-driven. Et pour ce faire, non seulement il faut attaquer le côté culture dans la boîte, mais il faut aussi que les outils puissent suivre et suivre aussi la croissance de la boîte qui est assez folle. Et enfin, donc on a parlé de l'accessibilité à la data, on a parlé de l'organisation, et après il y a aussi toute l'intelligence qui se cache derrière la data. Donc c'est comment on peut, prêter des capacités de data science aux non-data scientists dans la boîte. Donc comment on arrive à démocratiser ça à travers des outils, des frameworks, des process bien huilés. Et ça, c'est aussi un des sujets très, très importants sur lesquels je travaille. Et pour fignoler, et on pourra revenir sur certains de ces aspects-là, un autre aspect qu'on appelle la data gouvernance, c'est comment on arrive aussi à maîtriser, contrôler les flux de données, qui est un élément indispensable dans toute boîte, mais encore plus chez Doctolib. Et donc, on a un énorme partenariat avec les équipes sécurité, avec les équipes légales, et on en a fait aussi un axe de développement dans notre organisation. Ok, très clair. Donc, effectivement, je vois je vois le point sur la data. Et pour identifier un peu le sujet qu'on peut creuser, ce serait quoi ou les plus gros challenges que tu rencontres actuellement ou même que tu as rencontré, tu vois, sur la dernière année? Alors, le premier, sans hésiter, je parlerai du recrutement. Doctolib est une très belle marque, de plus en plus connue sur le marché français. On investit énormément dans la data aussi chez nous, donc ce qui rend aussi ces postes-là très attractifs. La réalité est qu'on va très, 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 très vite. Pour citer quelques chiffres, Doctolib compte employer 1000 personnes en 2022. On fait ce qu'on appelle des Doctolib Academy, c'est-à-dire un process très, très préparé d'onboarding des new joiners. Et là, on compte parfois plus de 100 personnes chaque mois, puisque c'est un process mensuel, chaque mois dans nos DA, donc Doctolib Academy. Le recrutement est le premier challenge, aller vite, aller bien, pour supporter aussi la croissance, comme on l'a dit juste avant. La data est maintenant un élément essentiel. Tout le monde veut la consommer dans la boîte. Tout le monde base aussi ses process quotidiens sur la donnée. Du coup, il faut absolument qu'on offre un service à la hauteur de cette ambition-là. Et pour ça, on a besoin de talents en qualité et en nombre. Donc, j'invite tous les auditeurs à aller consulter toutes les offres qu'on a sur plein de rôles différents dans la communauté data. Ça vaut le détour. Donc ça, c'est le premier challenge, le recrutement.
Le deuxième challenge, c'est, je l'ai un peu évoqué, au-delà du recrutement, c'est comment aussi on arrive à fiabiliser l'accessibilité à la donnée. Donc, cette fameuse user experience, data user experience. Comment on arrive à avoir la bonne plateforme, les bons outils qui permettent à chacun, selon ce use case, puisqu'il y a différents use cases. En termes de clients internes, on peut parler des différentes équipes analytiques embarquées dans des organisations type produit avec Product Analytics et business avec nos business analysts. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas tech-savvy, qui sont juste de simples consommateurs. Et pour ces gens-là, on a aussi besoin de répondre à une demande qui est différente. Et pour ça, ils font les bons outils. Et donc, pour répondre à tous ces besoins-là, on a besoin d'avoir les meilleurs outils, les plus adaptés. La scalabilité est très importante. Donc, on essaie toujours d'anticiper les besoins et d'anticiper la croissance, mais qui parfois dépasse un peu l'entendement ou tout ce qui est prévu, ce qui est une bonne nouvelle pour la boîte. Mais pour nous, ça veut dire d'être encore plus assidu, plus rigoureux dans notre façon de prévoir l'avenir en termes d'outillage. Et du coup, pour faire face à ces challenges, quand on avait échangé, tu avais parlé d'une team DataCore qui est donc de ce que je comprends un peu l'élément de réponse pour faire face à ces challenges. Alors bon, le challenge de recrutement, c'est un autre sujet, mais en tout cas, sur les challenges plus, on va dire, data, tu peux nous en dire un peu plus sur cette équipe ? Bien sûr. Alors, cette équipe DataCore a été créée il y a quelques mois. Et cette création est le fruit d'une réflexion autour de l'accélération des process, puisque ça aussi, c'est un challenge. On veut aller vite, du coup, il faut raccourcir les process. On veut absolument pas perdre en qualité. Du coup, il faut trouver d'autres moyens d'accélérer. Et pour ça, on avait historiquement deux équipes. Une équipe qui est assez connue dans une communauté data, c'est l'équipe Data Engineering, qui vient manipuler la raw data et la rendre accessible pour les autres équipes. Et on avait une autre couche qu'on appelle Business Intelligence, qui est là pour créer la bonne vue, le bon format en termes de database pour que ce soit facilement consommable de la part de tout type de consommateurs dans la boîte. Or, ce qu'on a remarqué, c'est que le fait d'avoir deux équipes séparées qui travaillent sur ces projets-là, alors que pour chaque projet, on a besoin de ces deux étapes-là, remonter la donnée de la prod, des couches les plus basses qui existent dans notre infrastructure, et la mettre au bon format, ce sont deux éléments essentiels dans la mise à disposition et dans la data user experience. Donc, ce que j'ai décidé, en collaboration avec les autres leaders, c'est de n'en faire finalement qu'une seule équipe qui sera capable à la fois de manipuler les datas dans les couches les plus basses et de les mettre à disposition dans le format le plus optimal pour les consommateurs. Et ça nous a fait gagner pas mal de temps. Ça nous a permis de raccourcir les process, aussi d'éclaircir l'ownership, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de balles perdues entre ces data engineering ou ces business intelligence qui doivent faire cette partie-là ou cette partie-là. Et donc, le dernier élément qui est aussi très important pour nous, c'est de faire en sorte que les manipulateurs de la donnée et ceux qui la mettent à disposition comprennent les besoins de chacun, et que c'est pour ça qu'on ne voulait pas que l'équipe data engineering soit cachée au fin fond d'une organisation, et notamment plus proche des consommateurs, du produit, du business, afin d'accélérer, de développer un mindset qui fait que la collaboration s'améliore de jour en jour avec ces personnes-là. Donc, à la fin de la journée, comme on dit en anglais, on a créé des rôles qui s'appellent Full Stack Data Engineer, c'est-à-dire capable de travailler sur la donnée et de la transformer de A à Z jusqu'à la consommation. Ok. Ah oui, donc ce que je comprends, c'est que sur ces profils, avant, tu avais des profils qui étaient peut-être plus sur les couches basses, qui tiraient en gros, qui faisaient l'ingestion, comme on dit, qui allaient récupérer la donnée pour la mettre dans peu importe, dans un espace de stockage. Ouais, qui du coup la ramène effectivement dans un data warehouse, et ensuite encore d'autres profils qui la récupèrent et qui ensuite vont la mettre à disposition dans ce qu'on appelle, sans vouloir rentrer dans les termes trop techniques, mais un data mart, pour là que la donnée soit ensuite consommée, par exemple dans des tableaux de bord par des data analystes ou par encore d'autres profils. Exactement. C'était la situation initiale qui correspondait à une étape de développement qui était nécessaire, qui a eu ses bienfaits, mais qui, selon nous, ne répondait plus à nos besoins en termes de vitesse.
non pas qu'on ait éliminé toutes ces expertises-là, mais qu'on les a réunies et qu'on essaye au maximum de former tout data engineer sur la partie business intelligence et vice-versa. Ok, d'accord, donc très intéressant. Et tu as aussi du coup des profils plus fonctionnels au sein de cette équipe ou en revanche c'est une équipe pure tech? On a aussi, on déploie de plus en plus des équipes qu'on va appeler, parce qu'on est en train de travailler sur le nom, mais pour exprimer la pensée qu'on appelle Data Product et Enablement. Donc, Data Product, c'est tous les sujets d'anticipation, c'est comment on peut avoir des gens qui vont être là pour définir un plan, une roadmap pour définir quel est l'outil de reporting du futur qui correspond à tous les use cases. Et enablement, c'est aussi important dans le sens où on a envie d'outiller les personnes avec des outils pas seulement de reporting, mais d'environnement de test pour savoir si les requêtes sont bonnes, si les données sont fiables. Et donc, on a aussi besoin d'encadrer l'utilisation de la data auprès des personnes un peu plus tech-savvy dans la boîte. Ok, d'accord. Donc en fait, donc ça, ce serait une autre équipe, mais qui bosserait sûrement très proche, enfin main dans la main avec l'équipe DataCore. Exactement. Aujourd'hui, ces profils-là sont embarqués clairement dans l'équipe DataCore. Ok, et du coup, alors juste, je refais un dernier point sur cette équipe DataCore, parce que j'ai bien compris, parce que je pense que c'est intéressant et c'est un sujet qui revient quand même sur toutes les startups ou scale-up que j'ai pu interroger jusque-là. Finalement la construction d'une plateforme, mais surtout aussi l'organisation autour de cette plateforme pour finalement démocratiser l'usage de la donnée. Je pense que finalement c'est la mission que beaucoup de directeurs data vont avoir. Donc en fait, en pratique, donc c'est une équipe avec des techs, donc comme tu dis, des software engineers ou des data engineers, des full stack data engineers, pardon. Exactement. Et un profil, il me semble, plus un tech lead qui va du coup avoir une vision sur la roadmap de cette équipe. Et ensuite, c'est un fonctionnement genre un peu comme une équipe produit en squad. Est-ce que vous fonctionnez par sprint? Enfin, j'aimerais comprendre un peu plus dans le détail comment ça fonctionne. D'un point de vue opérationnel, comment arrive-t-on à travailler en étroite collaboration avec d'autres équipes? C'est un point essentiel aussi, parce qu'on a parlé de rapidité et de vélocité dans l'exécution opérationnelle. Donc aujourd'hui, chez DataCore, il y a des squads. Donc c'est un regroupement de profils avec des teintes différentes qui vont travailler avec nos partenaires privilégiés en interne. Ces partenaires privilégiés répondent, eux, à des besoins produits ou des besoins business, et on a besoin de communiquer avec ces gens-là. Donc, ça passe à travers des sprints. De leur côté, ils mettent en place un rôle de product manager, donc qui va regrouper tous les besoins et les partager avec la squad avec laquelle ils travaillent. Donc, pour faire simple, bien évidemment, on fait en sorte que le squad corresponde aussi à une partie de l'organisation pour qu'on ait un binôme clair. Et de notre côté, on a aussi nos PM qui vont travailler sur un autre type de roadmap, donc qui répond moins à un besoin business, mais plus à un besoin de scalabilité. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un lead de la squad qui va travailler avec le PM business ou PM produit externe et qui est là pour travailler sur des enjeux business. Donc, il y a une partie de la roadmap de la bande passante, à peu près la moitié, qui est dédiée à ces besoins-là. Et ensuite, il y a des PM, les fameux Data Product Managers, qui sont là pour s'assurer de la scalabilité de notre plateforme et qui vont travailler avec toutes les squads sur toutes les améliorations qu'il faut apporter pour ne pas créer de dette technique. Et donc, finalement, la squad, elle est bicéphale. Elle va travailler sur une typologie de roadmap pour les besoins business et travailler sur une roadmap avec une teinte plus technique pour éliminer tout risque de dette et surtout assurer la scalabilité dans le futur. Ok, hyper intéressant comme organisation. Et du coup, je sais pas s'il y avait d'autres challenges que tu voulais aborder. C'est vrai que je t'ai lancé sur la team DataCore parce que ça m'avait interpellé. Ce sont des points essentiels.
Finalement, on en a un peu parlé. Moi, le troisième challenge que je vois, c'est comment streamliner les process et intégrer l'injection de nouvelles compétences data dans les process opérationnels du quotidien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, on a beaucoup parlé finalement d'accessibilité à la donnée, à mise à disposition à travers des outils de reporting, etc. Mais on peut prendre aussi l'exemple de plus de sujets type data science et comment on arrive finalement à faire en sorte que l'équipe data science ne soit pas une équipe qui travaille dans un donjon, qui crée des modèles qui sont utilisés quelque part, mais comment on arrive à créer vraiment un lien entre ce qu'on fait et la réalité quotidienne des différentes équipes. Et donc, un de nos challenges, c'est comment on arrive à intégrer tous ces aspects-là de la donnée dans les process existants qu'on n'a pas envie de modifier, puisque finalement, c'est le nerf de la guerre pour nous chez Doctolib, c'est l'excellence opérationnelle et l'exécution du plan. Donc, tous les process qui existent sont très bien huilés. Il y a des équipes sales opérations qui comptent des centaines de personnes, donc il ne s'agit pas de bouleverser les process chaque jour. Donc, comment on arrive, et ça c'est aussi un gros challenge, à rentrer toute cette nouvelle intelligence, toutes ces nouvelles données qu'on ingère et sur lesquelles on travaille dans les process existants pour les rendre meilleurs, mais pas plus lourds. Et ça aussi, c'est un de nos challenges importants qu'on essaye de relever en travaillant et en main dans la main avec nos équipes partenaires. Et tu peux citer un exemple précis, par exemple, juste pour le matérialiser, est-ce que ça va être type une information que vous allez vouloir rajouter dans une interface, par exemple, des équipes sales pour qu'ils les utilisent, mais c'est ce type de cas d'usage dont on parle ou... Si on parle d'efficacité opérationnelle, on peut prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est l'objectif de la boîte est de proposer et de montrer nos services aux praticiens, qui sont nos clients. Les patients ne sont pas nos clients, les patients ne payent rien, on est là pour offrir des services et améliorer l'accès aux soins. Donc, on travaille avec nos clients et finalement, ce qu'on fait, c'est du B2B, mais qui s'apparente beaucoup à du B2C. Parce qu'il y a beaucoup, en tout cas en France, de praticiens qui sont dans des cabinets seuls ou en nombre très réduit. Et il faut aller les voir, leur expliquer, prendre le temps. Et donc, il y a une liste de milliers de personnes qu'il faut savoir contacter, il faut avoir des références. Et jusqu'ici, c'était un travail, on va dire, basé sur la bonne intelligence, sur des process forts côté sales, sans forcément se poser la question de manière scientifique de qui est-ce que je dois appeler en premier, pourquoi, quel est l'argument qui fera le plus mouche lorsque je le contacterai. Et c'est ce genre de choses qu'on essaye de mettre en place. Donc le premier cas évident, c'est, on va dire, ranker la liste de prospects. Mais on essaye même d'aller plus loin sur le pourquoi. C'est-à-dire donner les éléments clés de pourquoi ce prospect-là nous paraît chaud, parce qu'il a l'air d'être très intéressé par telle feature ou par une autre. Et finalement, on pourrait, et c'est ce qu'on fait aussi, on pourrait avoir la même approche pour des clients qui sont chez nous, qui n'utilisent pas notre plateforme ou toutes nos features à 100%, du coup qui risquent de churner, non pas parce que notre solution est mauvaise, mais parce que peut-être qu'ils n'ont pas compris tout le bénéfice qu'ils pouvaient en tirer. Et nous, on travaille avec les équipes Customer Care pour dire, on a identifié que peut-être cette personne-là n'utilise pas cette feature, essayons de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'elle est mal designée, auquel cas il faut changer notre design, ou est-ce que c'est parce que la personne n'avait pas compris comment fonctionnait cette feature-là, et auquel cas il faut l'accompagner de plus en plus. Et donc c'est sur ce genre de process qu'on travaille, mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus bouleverser la vie d'un sales ou la vie d'un agent du Customer Care pour ne pas créer un tout nouveau process pour faire ça. Voilà. Ok, très clair. Et je me demandais quels sont les enjeux majeurs pour toi et pour tes équipes pour le futur. C'est une bonne question puisque j'ai parlé d'anticipation finalement. Donc, on retourne sur cet axe de travail. Un des gros challenges, c'est comment rendre raisonnable l'utilisation de la donnée. Donc là, on sait que la donnée, c'est un puits d'informations qu'on peut leverage pour être encore meilleur au quotidien. Maintenant, où est-ce qu'on trace la limite pour dire c'est une bonne utilisation, une bonne consommation de la donnée,
et où est-ce que c'est juste utiliser la donnée pour utiliser la donnée, qui est une perte de temps pour les gens qui vont travailler sur cette donnée-là, puisqu'il n'y a pas vraiment de valeur, et aussi une perte d'efficacité pour notre plateforme. Et donc, c'est un de nos challenges qu'on doit relever maintenant, c'est bien la culture data et fait partie maintenant du quotidien de chaque Doctolibeur. Maintenant, c'est comment on peut les aider à savoir comment l'utiliser au bon moment, ne pas surconsommer, parce que c'est un des dangers finalement qui nous guette. C'est dire que tout le monde veut faire des dashboards avec 600 graphes, avec la vue sur chaque millimètre, chaque angle possible. Et ça, ce n'est pas vraiment utile, parce que ça n'apporte pas de valeur pour la boîte, et c'est encore moins utile quand il s'agit de gérer notre plateforme pour pas qu'elle s'écroule. Ouais, surtout que je suppose que c'est pas évident, parce que je vois un peu enfin, je rencontre des problèmes similaires aussi chez Artefact. Et vous, parce que est-ce que vous vous positionnez sur, entre guillemets, la qualification de la pertinence des demandes, ou est-ce que en revanche vous vous en remettez tu vois, aux demandeurs. Aux demandeurs, parce que c'est pas évident comme sujet vu que c'est eux qui maîtrisent leur métier et qui disent on a besoin de telle ou telle donnée, de telle ou telle analyse. Mais je suppose que, comme tu viens de le dire, il y a un moment où il faut être capable de tracer la ligne. Mais alors là, je vais en revenir sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure, on n'est pas rentré dans le détail, c'est l'organisation décentralisée de la data. Donc jusqu'à il y a 1 an à peu près, l'équipe data était une organisation unique où il y avait tous les profils data. Et on s'est dit, travailler en silo, c'est bien pour construire la base, les fondations. Maintenant, demain, si on veut attaquer la culture, comme je disais, faire en sorte que la boîte soit data-driven, il faut un peu plus partager, travailler au quotidien, embedder, pardon pour l'anglicisme, les équipes, les outils dans les différentes organisations. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de couper le scope en 3, avec une organisation Product Analytics qui va travailler avec les équipes produits qui reportent au CPO aujourd'hui, une équipe Sales and Marketing Analytics qui travaille avec les équipes Sales and Marketing au quotidien, qui est dans l'organisation Sales and Marketing, et nous qui restons sur la partie tech, donc sur les data science, data core et tous les sujets aussi de coordination, type data governance, que nous avons gardé dans le scope tech. Donc ça, c'était le premier choix qu'on a fait, et une des raisons pour laquelle on l'a fait, c'est pour justement non seulement être au plus proche et comprendre les besoins, mais aussi pour accompagner les équipes produits et accompagner les équipes sales and marketing sur comment utiliser la plateforme, et pas être simplement des exécutants sur j'ai besoin de ça, je te le fais. C'est tu as besoin de ça, as-tu vraiment besoin de ça, comprends-tu aussi un exemple simple qu'on peut donner, c'est sur la précision des modèles. Tu vois, quand on construit un modèle qu'il a une marge de confiance, disons, et cette marge de confiance-là, il faut l'expliquer au demandeur pour lui dire que ça ne sert à rien d'aller essayer de chercher l'information qui va donner le millimètre, parce que de toute façon, mon analyse, elle est bonne à 3 mm près. Donc, c'est un peu toutes ces notions-là qu'il faut savoir communiquer. Donc, il y a une part d'éducation, mais c'est comme ça qu'on compte. Ouais, et puis c'est le fait, comme tu le dis, je pense effectivement le côté décentralisé, d'avoir du coup en fait des analystes qui sont spécialisés par métier et qui sont imbriqués dans les squads côté produit, ou peu importe l'équivalent de squad côté sales and marketing, et qui du coup comprennent bien le métier et ont aussi cette casquette de savoir ce qu'on peut attendre de la donnée, à partir de quel moment on peut prendre une décision avec la donnée, et comme tu dis, pas forcément attendre d'avoir le millimètre. Ok, très, très intéressant. Du coup, on arrive sur les dernières questions. Et du coup, il me semble que tu avais d'autres enjeux que tu voulais aborder avant qu'on passe à la suite. Oui, finalement, il y en a 2 qui me semblent intéressants. On a parlé de la croissance du nombre de consommateurs de la donnée. Il y a un autre enjeu qui est aussi autour de la multiplication des données et du volume de données, parce qu'on a envie de comprendre plein de choses, et finalement, le succès de Doctolib fait qu'on a de plus en plus de rendez-vous, de plus en plus de téléconsultations, de plus en plus de features. Et nous, notre rôle, c'est de contrôler, de monitorer, de regarder la donnée autour de l'utilisation et l'usage de notre plateforme, et uniquement. Donc ça, c'est aussi un choix qu'il va falloir faire, c'est comment on maîtrise non seulement la croissance du nombre d'utilisateurs, mais aussi la croissance
du nombre de données qu'il va falloir ingérer. Donc ça, c'était le premier challenge. Et le deuxième challenge qui est plus organisationnel, donc on a parlé de data product and enablement. Finalement, moi, les organisations, j'utilise une métaphore souvent avec les équipes, c'est de dire qu'une équipe, c'est une bulle. Et lorsque l'équipe grandit, la bulle grossit. Et il s'avère que lorsqu'on met deux bulles côte à côte, plus elles sont grandes, plus il y a de l'espace entre les bulles. Alors, c'est ça, une organisation. Et un de nos challenges, c'est comment on fait en sorte de maîtriser ces espaces entre les bulles qui sont des facteurs de risque dans l'exécution et dans l'excellence opérationnelle au quotidien. Et c'est pour ça que je pense qu'on va de plus en plus travailler sur ce qu'on peut appeler des métiers d'intermédiation, c'est-à-dire comment on arrive à créer du lien entre les équipes, à toujours garder le contact, parce que comme on l'a dit ensemble, là, on doit éduquer les équipes, mais finalement, nous, on garde l'esprit de « OK, on s'est séparés, on est embêtés dans les équipes, mais on reste une communauté data. » Et donc, c'est très, très important qu'on garde ce lien et qu'on soit toujours capable de mettre de l'huile dans les rouages. Donc voilà, c'est un peu ça aussi, les réflexions qu'on a en ce moment. Au-delà de la plateforme elle-même, c'est assurer qu'on trouvera toujours les bons relais et qu'on soit toujours capable de collaborer de la meilleure des façons avec toutes les équipes partenaires en interne. Ok, très clair. Très clair. Et du coup, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à conseiller à nos auditeurs ? Alors, je passe beaucoup de temps au travail. Du coup, je vais essayer de faire des recommandations un peu hors du monde pro. Quelque chose que j'ai découvert, et je vais trouver un moyen de lier ce sujet-là à la data, puisque tout est lié à la data. Une petite chaîne YouTube qui s'appelle Hit the Road. Ce sont deux personnes qui... je ne sais pas si tu connais d'ailleurs. Non, je ne connais pas. Ce sont deux personnes, des adeptes du parcours, parce que tu connais cette discipline physique qui permet de grimper un peu partout, mais qui ont utilisé, et c'est ça aussi que j'aime, puisque moi, comme je t'ai dit, j'aime utiliser la data, mais pas que pour la data, mais dans plein d'équipes. Et eux, ils ont utilisé leur capacité pour faire découvrir un monde invisible au commun des mortels. C'est-à-dire qu'ils sont partis voir des anciens sites, des bunkers, des sites fermés au public, et ils y vont en grimpant. Donc, c'est leurs skills qui leur permettent d'y accéder. Et ils prennent énormément de photos, ils font des vidéos, et c'est une vue finalement assez unique de la vie de nos villes. Et le point, là où je le lierais à la data, finalement, c'est qu'ils arrivent à accéder à des sites qui ont été non visités et des objets qui ont été non touchés depuis leur création. C'est-à-dire qu'ils sont... Alors là, ça, je recommande à personne, par contre. Ils sont allés sur le site de Tchernobyl, ce genre de choses. Et on voit les objets qui n'ont pas bougé depuis la date où les lieux ont été vidés. Et finalement, pour moi, ça, c'est de la data, parce que la data, c'est de l'exploration. Les data points, c'est de l'histoire, finalement. C'est retrouver ce qui s'est passé. C'est une photo d'une situation dans le passé. Et finalement, c'est ce qu'ils ont retrouvé là, à remettre finalement une photo de l'histoire et de la partager avec les autres. Donc, c'est pour ça aussi que j'aime ce côté exploratoire et que j'aime pas mal cette chaîne. Excellent. J'ai regardé ça. Écoute, très cool comme partage, original. Et enfin, est-ce que tu peux me parler d'une équipe data en France qui réalise des beaux projets et que je devrais interviewer selon toi ? Alors, je ne connais pas tous leurs projets en détail. J'ai déjà eu des conversations, mais je surveille un peu quelle est la nouvelle tendance de la donnée. On sait que le monde de la crypto, les néobanques sont un peu les nouveaux sujets tendances du moment. Du coup, j'ai pensé à des boîtes, on va dire, très innovantes, type Ledger. J'aimerais bien, moi, je suis très curieux, je serais bien savoir ce qu'ils font de leurs données et comment ils la gèrent, puisque finalement, c'est même une sécurité qui s'appuie sur de la donnée, finalement. Ou une boîte comme Sorare, qui est plus, on va dire, un champ d'application moins sérieux, on va dire. C'est pas de la banque ou quoi que ce soit. C'est un jeu à la base, mais qui comme s'appuie sur tout ce monde de la blockchain. Donc, j'irai voir un peu cela. Après, je citerai des équipes un peu plus classiques, type Conto, Content Square,
qui font aussi des belles choses. Non, mais écoute, j'accepte le challenge sur Ledger et Sorare. Je vais essayer de les contacter pour un épisode. Bah écoute, merci Kemal pour le partage. Bah, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez vous abonner, me laisser une note ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, mais surtout, vous pouvez en parler à vos amis ou vos collègues qui s'intéressent à la data. Merci et à bientôt.